Le livre de plage, le bouquin de chevet, la BD Souvenirs d'enfance, le roman qui fait pleurer, le polar qui nous tient compagnie dans le tube, toute la littérature est dans À la page sur FRL. Je m'appelle Michel Defourny, j'ai enseigné la littérature de jeunesse à l'Université de Liège en Belgique, mais c'est mon goût des histoires depuis la petite enfance qui m'a amené, je dirais, à la fois aussi bien à m'occuper des épopées hindoues, des contes indiens, que de la littérature de jeunesse. Comment s'est passée votre rencontre avec le père Castor ? Alors le père Castor lui-même, je ne l'ai pas rencontré parce qu'il était décédé lorsque j'étais encore un enfant. Donc c'est son fils que j'ai rencontré, François Fauché. C'est un petit peu à la suite de mes travaux, je l'avais invité à Liège à venir faire une conférence à mes étudiants et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré François Fauché. Mais c'est vrai que je connaissais donc les livres du père Castor depuis de longues années déjà à l'époque. Qu'est-ce que représente le père Castor pour vous ? Alors le père Castor pour moi c'est une grande date dans l'histoire de l'édition, dans l'histoire de l'éducation et dans l'histoire du livre pour enfants. Quel est le projet éducatif derrière le père Castor ? Alors derrière le père Castor, il y a tout le projet de l'éducation nouvelle. Nous sommes dans les années 30 lorsque Paul Fauché va se lancer dans l'édition. À vrai dire, il a déjà un passé derrière lui, un passé à la fois de chercheur, pourrions-nous dire, d'une part, et d'autre part d'éditeur. Il s'était beaucoup intéressé au mouvement de l'éducation nouvelle et à la fin des années 20, il avait entrepris la publication d'une collection d'écrits d'éducateurs de cette fameuse éducation nouvelle. Alors ça consiste en quoi ? Mais vous savez qu'on considérait que l'enfant était en quelque sorte un entonnoir qui avait tout à apprendre et les gens de l'éducation nouvelle inversent les choses. Ils se disent, tiens, l'enfant n'est pas cet entonnoir. L'enfant est au contraire un être qui est capable de se construire lui-même, qui est capable d'autonomie, qui est capable de créativité, d'imagination. Et le père Castor, avec ses pédagogues ou à la suite de ses pédagogues, va proposer aux enfants des livres qui sont des outils d'autonomie et de création. Combien de générations ont grandi avec le père Castor ? Alors là-bas, on peut considérer que nous sommes dans les années 30 et que les albums du père Castor, fidèles à l'idéologie du père Castor, ont perduré jusque dans les années 80. À partir des années 80, il y a une rupture lorsque François Fauché quitte la maison Flammarion et que les collections sont alors reprises par Flammarion et une éditrice. Les objectifs éducatifs, artistiques et littéraires sont en quelque sorte un peu mis de côté de nos jours. Mais c'est vrai que les classiques continuent, je dirais, à enthousiasmer les enfants. Vous pouvez aller dans une classe maternelle en France et en Belgique, tout le monde connaît Roule Galette, tout le monde connaît Mishka, tout le monde connaît Boucle d'Or et les Trois Ours. Donc, loin d'être éteints, les albums classiques du père Castor continuent à vivre de nos jours. Donc, vous voyez, ça fait déjà pas mal de générations et je pense que ça va continuer. Je m'appelle Michael Rosen et je suis écrivain anglais. J'habite à Londres. J'écris en anglais, bien sûr, mais je crois que j'ai quelques bouquins qui sont traduits en français. Le plus connu, c'est We're Going on a Bear Hunt. En français, c'est La chasse à l'ours. Comment avez-vous découvert le père Castor ? Quand j'étais jeune, mes parents étaient les gens très littéraires, mais très sensibles au goût des enfants. Et je ne sais pas exactement comment ils ont trouvé Père Castor, mais les livres de Père Castor étaient traduits en anglais. Et devant moi, j'ai Kipik the Hedgehog, le hérisson, oui c'est ça. Est-ce que c'est un livre que vous aviez quand vous étiez petit ? Oui, c'est ça, c'est le numéro de Pépé Castor. Alors, je crois que c'est une petite faute là, oui. Et c'est un livre que j'avais quand j'étais jeune. Voilà la signature de ma mère, C. Rosen. Et vous savez pourquoi ? Ça, c'est parce qu'elle l'a pris à son école, parce qu'elle était institutrice. Et je suis très, très fâché qu'elle l'a
piqué, parce que c'était le mien, ce livre. Alors, voilà, plouf, et vous voyez, très très usé, et j'ai perdu les couverts, je crois. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu les histoires que vous avez dans les mains? Oui, comme ça, Birth of the Ducklings, quack, quack, quack. Plumette, the wild duck, looked lovingly at her 8 eggs. They lay at the bottom of the big nest that she had made among the reeds. They shone in the bright April sunshine like large greenish pearls. My word, they were lovely. Ces livres étaient traduits par poète. C'est une femme, Rose Fileman, assez connue chez nous. Et voilà, j'ai Kipik, Plouf, je crois, Martin Pêcheur, Père Castor ici. Oui. Mischief the Squirrel, je crois qu'il était Panache en anglais, numéro 1, Père Castor's Wild Animal Books. Et je crois que c'était l'écureuil qui était mon favori, si vous voulez, parce que j'ai rendu compte, quand j'étais petit, qu'il y avait un esprit dans ces livres, un esprit de la liberté. Et je crois que je l'ai appris. Et l'écureuil, par exemple, il est un peu méchant. Il échappe, il ne reste pas dans sa cage. Alors, c'est ça, cet esprit. Et aussi, Frou, le lièvre, on ne l'attrape pas. Et je crois que, même en anglais, j'ai appris ça de Père Castor. Pensez-vous aujourd'hui que Père Castor a autant de liberté et de messages positifs dans ses livres? Ah oui, je crois, parce que vraiment, dans les écoles maintenant, les écoles d'aujourd'hui, il y a un problème à propos de la liberté, de les forcer d'apprendre dans une façon très, très réglée et conformiste. Ça me fait triste de le voir dans les écoles, et vraiment, on a besoin de ce qu'il y a dans ces livres. Je voudrais tout de même souligner aussi un autre aspect novateur du Père Castor, quand on pense qu'en 1931, il propose aux enfants un livre réalisé, en tout cas proposé par Nathalie Parrain. C'est le premier livre publié par le Père Castor qui s'appelle « Je fais mes masques ». Et vous imaginez qu'à l'époque où est publié Tintin au Congo, où l'on rit du petit noir, où l'on se moque de la petite bretonne qui n'est qu'une pauvre petite sotte, une petite bécassine, le Père Castor propose un livre où le petit enfant ou le jeune enfant est invité à revêtir un masque d'Africain et d'autre part un masque de petite bretonne. Ça veut dire qu'il y a déjà dans ce premier ouvrage une ouverture au monde qui sera confirmée d'ailleurs lors de la collection, lors de la création de la collection Les Enfants du Monde, qui est une ouverture à l'ensemble des enfants de la Terre. Et le premier livre qui est sorti à l'époque, c'est Apoutsiak, le petit flocon, qui nous raconte la vie d'un Esquimau de la naissance à la mort et qui a été réalisé par Paul-Émile Victor, qui est d'ailleurs passé, je pense, à l'Institut de France, ici, il y a quelques années, et dont on peut voir une photo dans le volume qui célébrait le 100e anniversaire de l'Institut. Alors, je voudrais encore ajouter quelque chose, c'est que Paul Fauché a longtemps hésité, je pense, avant de commencer à devenir éditeur, créant des outils pour l'ensemble des enfants, comme Michael rappelait tout à l'heure, a hésité entre serais-je éducateur en fondant une maison en France avec Lida Durdikova, ou est-ce que je vais fabriquer et faire des livres? Et donc, cet intérêt pour l'expérience pratique scolaire et éducative était manifeste dès les années 30. Afin d'illustrer les méthodes éducatives du Père Castor, nous allons lire un petit passage. De Bourru l'ours brun par Lida, édité aux albums du Père Castor, dessin de Rojanne. Livre de 1936. À la fin du printemps, quand Polka et Bourru furent sevrés, Pluche et Pestoun s'occupèrent sérieusement de leur éducation. La sagesse des ours a divisé les études des oursons en 2 années. Au cours de la première année, les oursons doivent apprendre à flairer, écouter, jouer, lutter, se faire les ongles, grimper, creuser, courir, manger proprement, nager. L'école, c'est la forêt. Horaire, pas d'horaire. Ce sont les circonstances et les hasards de la promenade qui provoquent les exercices. Enseignement, maman montre les exercices, Pestoun les fait répéter. Discipline. Si les enfants commettent une imprudence ou font un exercice de travers, Pestoun leur donne une taloche. Pour une faute grave, c'est maman qui corrige. Pluche n'est pas de ces mères qui passent leur temps à houspiller leurs petits de « Tiens-toi tranquille, mais joue donc !» de « Viens ici, va-t'en de là !» de « Réponds-moi, tais-toi !» Non, elle les laisse jouer à leur guise, sauf en cas de danger réel.
Elle encourage même les entreprises les plus hardies en léchant le museau des plus audacieux. Merci beaucoup.